Amis internautes, bonjour. Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette 6e émission de Passé Présent qui a pour titre « Les femmes et le mouvement ouvrier ». Alors aujourd'hui, les femmes n'ont toujours pas une place égale à celle des hommes dans notre société. Et pourtant, depuis le début du siècle, les avancées sont importantes, grâce à leur lutte d'ailleurs. Elles ont actuellement accès au travail salarié, et j'ai appris dernièrement que depuis 1907, elles pouvaient toucher un salaire sans l'autorisation de leur mari. Elles ont accès au droit de vote, elles ont accès à la contraception et elles ont le droit de disposer librement de leur corps. Mais ces acquis sont sans cesse menacés et ils ne sont pas encore effectifs dans tous les pays. Les femmes doivent donc continuer à se battre pour obtenir dans les faits les mêmes droits que les hommes. Alors Claude Pentier, est-ce qu'à l'intérieur du mouvement ouvrier, les femmes ont eu plus de facilité pour faire entendre leur voix ? Dans les grands principes, le mouvement ouvrier et le mouvement syndical, dont on va parler particulièrement aujourd'hui, se préoccupent de la défense de l'égalité, de la dignité des femmes, mais les femmes ont dû batailler pour affirmer leur place dans le monde du travail, dans le mouvement syndical et dans le mouvement ouvrier en général. Et on est d'ailleurs frappé par certaines permanences. Les professions qui ont le plus longtemps refusé l'accès aux femmes, l'accès des femmes à certains postes, restent encore aujourd'hui celles qui n'ont pas de femmes dans leur direction. Cependant, il faut signaler des progrès récents. Il y a une femme qui est secrétaire générale d'une confédération, il y a des femmes parmi les secrétaires confédéraux de la plupart des grandes confédérations, et il y a des femmes qui dirigent des fédérations. Alors, deux historiennes nous ont fait le plaisir de répondre à notre invitation pour aborder ce sujet. Il s'agit de Jocelyne Chabot et Slava Lisek. Je voudrais, Claude Pentier, que vous nous les présentiez simultanément. Commençons par Jocelyne Chabot. Jocelyne Chabot, qu'on est extrêmément heureux d'accueillir, puisqu'elle vient du Québec. Elle est l'auteure, mais il faudrait même que je mette un « E », puisque Jocelyne est québécoise et elle tient beaucoup au E de hauteur d'une thèse sur le syndicalisme féminin chrétien en France de 1890 à 1944, pratique et discours d'une culture féminine. Et elle a publié des biographies dans le Métron, elle a participé à un ouvrage collectif autour du Métron qui s'appelle « La part des militants ». Quant à Slava Lisek, c'est une ancienne journaliste à Antoinette. Antoinette est un journal féminin de la CGT. Elle est devenue historienne du syndicalisme après la disparition de ce journal et elle s'est consacrée principalement aux femmes dans les syndicats et particulièrement à l'une d'elles, dont elle aura l'occasion de nous parler, Marie Guillot. Alors Slava Lisek, vous êtes l'une des organisatrices du colloque « Les femmes et le syndicalisme » qui se déroule en ce moment, aujourd'hui et demain, à l'Institut d'histoire sociale de Montreuil dans la Seine-Saint-Denis. Sur les quelques images que nous allons voir de ce colloque et qui vont bientôt démarrer, notre ami Michael va nous les projeter, je vais vous demander quel était le but de ce colloque. Quel est le but de ce colloque? Bon, le colloque, c'est l'Institut CGT d'histoire sociale qui a eu l'idée d'organiser ce colloque du fait que l'histoire des relations entre les femmes et le syndicalisme est quand même relativement mal connue à ce jour, que certaines périodes ou certains pans de cette histoire ont été approfondis, mais que beaucoup d'autres restent obscurs. Et l'idée, c'était d'organiser un colloque qui permettent d'avancer dans cette connaissance, c'est-à-dire de prendre en compte aussi bien les recherches qui ont été faites, mais qui présentent beaucoup de lacunes actuellement, mais également des contributions d'anciens responsables et de militants qui ont une expérience et qui, si on ne les sollicite pas, cette expérience risque de se perdre. Vous avez reçu de nombreuses contributions. Nous avons reçu... je crois, 70 contributions, dont un tiers des contributions de chercheurs, d'universitaires, essentiellement des historiens, mais également, et historiennes bien sûr, également des sociologues, et 2 tiers de contributions de responsables et de militants syndicaux. Alors, ce colloque donc, a eu une journée assez remplie aujourd'hui, avec plusieurs interventions. Une journée très remplie, qui n'est
peut-être pas encore terminée. Nous avons dû nous esquiver pour venir ici. Et il y a en effet, c'est un colloque où vraiment on peut parler. Alors Georges Segui prend la parole. Qui donna lieu à tant de controverses lors de ce printemps mémorable, y compris à l'intérieur de la CGT. Madeleine Colin écrivait « J'accepte l'épithète si l'on s'en tient à l'honnête et simple définition du petit Larousse. Féminisme, tendance à améliorer la situation de la femme dans la société et à étendre ses droits. Et pour ma part, ajoutait-elle, je souhaiterais que la CGT le fût encore un peu plus, et ceci dans l'intérêt inséparable des femmes et de tous les travailleurs. » Céline Chabot, le titre de votre contribution ce matin dans le colloque était « Une expérience singulière, point d'interrogation. Le mouvement syndical féminin chrétien durant l'entre-deux-guerres, portrait de groupe avec demoiselles ». Alors, est-ce que les syndicats chrétiens ont permis une avancée spécifique pour les femmes? Oui, je crois. Dans la période, surtout la période qui va de 1914 à 1939, les syndicats à l'intérieur de la CFTC, les femmes sont organisées séparément des hommes. Donc, elles fondent des syndicats pour elles-mêmes. La CFTC, syndicat français. Oui, bien sûr. C'est la Confédération française des travailleurs chrétiens. Donc, à l'intérieur de la CFTC, les femmes sont séparées. Et dans la mesure où le syndicalisme des femmes leur permet de s'inscrire dans ces organisations, de se prendre en main, de mener leur propre lutte, d'annoncer et de mettre en œuvre leurs revendications, leurs propres revendications, oui. En ce sens-là, l'expérience des syndicats chrétiens a permis une avancée spécifique des femmes. Et cette particularité du syndicalisme chrétien, vous la constatez entre deux guerres, est-ce qu'elle est aussi vraie du côté des hommes? Est-ce que ça permet aux syndicalistes chrétiens hommes de prendre mieux en compte aussi un certain nombre de revendications féminines? Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix parce que les femmes vont batailler très fort pour que leurs revendications soient prises en compte par la CFTC, c'est-à-dire par l'ensemble des militants, donc par les hommes aussi. L'exemple le plus frappant de ça, c'est bien sûr durant la crise. Au moment où on parle, durant cette période-là, de peut-être essayer d'obtenir une loi qui interdirait le travail des femmes mariées pour résoudre les problèmes de chômage. Donc, durant la crise, les femmes chrétiennes vont batailler très fort à l'intérieur de la CFTC pour que ça ne soit pas que cette revendication-là, que cette loi-là ne soit pas adoptée à l'intérieur de la CFTC. Que ce discours-là, autrement dit, ne soit pas tenu par la CFTC. Et là, les femmes chrétiennes, doivent lutter très fort. Parce qu'il y a des tendances lourdes dans la CFTC qui voudraient qu'effectivement, les femmes mariées restent à la maison. Tendance qu'on retrouve chez les hommes, évidemment pas chez les femmes. Là. Cette prise en compte des questions féminines, c'est un résultat inattendu ou c'est une volonté construite? Non, je crois que c'est une volonté construite. Oui. Quoique mais alors pourquoi n'est-elle pas maintenue dans ce cas-là après 1944? Puisque là, il faut que vous expliquiez que en 1944, donc, ces syndicats chrétiens, la coupure entre syndicats de femmes et syndicats d'hommes disparaît. Oui, en 1944, au moment de la libération, il y a un bureau provisoire qui se réunit, présidé par Gaston Tessier, sur lequel on ne retrouve aucune femme. Ce bureau provisoire décide de façon très arbitraire de fusionner les syndicats féminins et les syndicats masculins. Ce qui fait qu'à partir de 1944, il n'y a plus de syndicats féminins à la CFTC. On va mettre en place des commissions féminines, ce qui n'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc, les femmes seront réunies avec les hommes à l'intérieur des mêmes syndicats. 1944, ça marque, et ça, les quelques militantes que j'ai rencontrées en témoignent, ça marque un creux terrible pour les femmes à l'intérieur de la CFTC. En fait, j'ai pas étudié là, ultérieurement les femmes dans la CFTC, mais ce qu'on remarque au moment de la libération et les quelques années qui suivent, c'est une absence des militantes, à toute fin pratique.
On n'en retrouve que quelques-unes. Les autres ne sont plus là. Vos militantes, on a envie de les connaître plus. Vous avez évoqué le célibat de ces militantes. On a envie d'avoir des portraits de militantes. Est-ce que vous pourriez, soit à partir d'un cas, ou faire un portrait type de la militante chrétienne de l'entre-deux-guerres? La militante chrétienne, elle est issue de milieux généralement modestes. Elles sont de familles ouvrières ou de familles d'employés. Ce sont des filles qui sont passées, pour certaines d'entre elles, par le biais des patronages. Et dans ce cadre-là, des patronages catholiques, évidemment. Parfois, leur famille n'est même pas catholique ou pas pratiquante, disons. Et c'est par le biais des patronages catholiques que ces femmes-là découvrent le catholicisme social. Et c'est ce qui détermine pour beaucoup d'entre elles leur engagement dans le mouvement syndical. Elles s'engagent habituellement jeunes, pour la majorité d'entre elles, et elles militent très longtemps. C'est des militantes qui vont demeurer dans le mouvement syndical pendant plus de 20 ans dans certains cas. Elles sont elles-mêmes majoritairement des employés. Plus de 50 % d'entre elles sont des employés. Un certain nombre sont des ouvrières. Il y a très peu d'institutrices, évidemment, dans le mouvement syndical. On reparlera des institutrices tout à l'heure et on verra qu'il y a des traits communs. Elles sont absentes à toute fin pratique de ces syndicats-là. Ce sont des femmes qui sont majoritairement, mais alors là, je dirais même pas majoritairement, je dirais massivement célibataires. 80 % d'entre elles sont célibataires, ou plus de 80 %. Sans friser la vocation religieuse. Non, sauf que leur militantisme syndical, elles le conçoivent beaucoup comme un engagement pratiquement religieux. C'est une vocation. Elles sont militantes par vocation. Sauf que cette vocation-là ne s'inscrit pas dans une communauté religieuse. Est-ce que vous retrouvez des traces dans la CFDT d'aujourd'hui ou dans la CFTC d'aujourd'hui de cette culture militante? Est-ce que, par exemple, le fait que la CFDT est une femme secrétaire générale, est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y avait déjà, du coup, quelque chose dans une culture militante chrétienne qui a permis plus facilement cette arrivée? C'est difficile de répondre à cette question-là. Je crois que oui, quand même. Je crois que il y a dans la culture militante des chrétiennes, ça a favorisé l'émancipation de certaines de ces femmes-là. Ça, c'est sûr. Donc, on a vu surgir durant cette période-là des femmes, des militantes avec des personnalités très fortes et un engagement constant, et un engagement important, aussi bien à l'intérieur des organisations féminines qu'à l'intérieur de la CFTC. Mais à partir de 1944, il faut quand même voir que cette culture-là est en partie perdue aussi. Des syndicats féminins, on ne parlera très peu après 1944. On a très peu de recherches. Et même à l'intérieur de la CFTC, c'est quelque chose qui va être non pas occulté, mais oublié. Et on a envie de vous interroger aussi sur votre regard de québécoise. Parce que vous avez une expérience du mouvement syndical québécois, du mouvement féministe québécois. Est-ce que ça a orienté votre choix? Oui. Et est-ce que finalement, vous avez trouvé des choses qui sont un peu communes ou des éléments qui vous ont franchement étonné et que vous êtes amené à signaler à vos étudiants, par exemple, quand vous parlez de l'Europe et du syndicalisme français? C'est certain que, ma propre culture m'a influencée dans ce choix-là. C'est certain que je connais très bien le catholicisme, les mouvements catholiques, parce que, au Québec, on a une tradition aussi très forte et la présence des mouvements catholiques, de l'Église catholique était très forte jusqu'aux années 60. Et même jusqu'à la Révolution tranquille. Jusqu'à la Révolution tranquille, ce qu'on appelle la Révolution tranquille. Donc, en un sens, c'était un monde qui ne m'était pas inconnu. Et au Québec, on a eu aussi une centrale chrétienne, sauf que particularité, au Québec, on n'a pas eu des syndicats séparés, hommes et femmes. On avait des syndicats qui étaient mixtes, même durant les années 30. Eh bien, on vous remercie, Jocelyne Chabot. On ira peut-être vous voir au Québec. En tout cas, on va signaler aux internautes du Québec que nous les remercions de nous avoir envoyé cette historienne. Je me tourne vers Slava Lisek. Alors, Slava Lisek, vous, votre contribution cet après-midi était l'organisation des femmes dans la CGT et aussi la bataille pour la suppression du salaire féminin de 1944 à 1946.
Alors, quel était le contenu de cette contribution? Alors donc c'était deux contributions qui portaient sur deux périodes, enfin une qui portait sur l'ensemble de la période, mais surtout en insistant sur les débuts, tout à fait les débuts du siècle, et l'autre qui portait donc sur la période de la Libération. Alors la première contribution, c'est un petit peu le pendant du travail de Jocelyne Chabot, concernant l'organisation des femmes dans une organisation syndicale. Sauf qu'en ce qui concerne la CGT, les problèmes se sont posés différemment dans la mesure où la CGT s'est toujours revendiquée comme une organisation mixte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelques syndicats féminins, mais ce n'était vraiment pas considéré comme un idéal. En tout cas, c'était plutôt combattu. On revendiquait donc la mixité, ce qui n'empêchait pas que les femmes salariées dans l'intérieur qui voulaient se retrouver dans l'organisation syndicale, d'abord, elles étaient relativement réticentes déjà à adhérer, mais elles l'étaient également parce qu'elles n'étaient pas très bien acceptées. Alors, là, il y a un fait de société sur lequel il faut insister, parce que c'est le fondement de tout, c'est qu'une organisation syndicale n'est pas en dehors de la réalité sociale, de la vie familiale, du rythme. Or, on se trouvait devant un paradoxe, à savoir que d'une part, dans la société, il y avait une division des rôles en fonction du sexe qui était vraiment très intériorisée par tout le monde, très ancrée dans les mentalités, et donc que tout le monde acceptait plus ou moins, à savoir que le rôle public, c'est-à-dire le rôle de gagner sa vie, d'agir dans la sphère publique, était réservé aux hommes. On n'est pas tout à fait sorti de ça d'ailleurs. Et la femme était assignée idéalement au domaine privé. Or, avec la révolution industrielle, avec l'émergence du salariat, les femmes se trouvent non seulement à travailler, elles travaillaient depuis toujours, depuis des temps immémoriaux, mais à travailler dans les entreprises. Alors, j'ai envie de vous ramener un petit peu en arrière par rapport au mouvement syndical. Oui. De vous ramener carrément à Marie Guillot, qui est un de vos personnages auquel vous avez consacré une biographie pour dire que ces femmes ont eu du mal à s'imposer dans le mouvement syndical. Absolument. J'ai envie que vous nous parliez un tout petit peu de l'exemple de Marie Guillot pour montrer comment, au début du siècle, on est en train de fêter la fin de ce siècle. J'ai envie de vous ramener au début du siècle pour vous montrer quel combat a mené Marie Guillot dans le mouvement syndical. Je crois que d'une certaine façon, j'étais déjà en train d'en parler. Oui. Parce que l'analyse que je rappelle, elle avait déjà été faite par Marie Guillot au début du siècle. À savoir que les femmes, les syndicalistes reprochaient aux femmes de ne pas être syndiquées. Et en même temps, les femmes qui voulaient se syndiquer, étaient soit rejetées carrément, comme c'était le cas souvent dans la Fédération du Livre, soit, comme le disait Marie Guillot, elles étaient si mal accueillies, tellement regardées, c'est son expression, enfin ça revient au même, en chien de faïence, avec suspicion, que les femmes se terrent, et désertes. Ça, c'est, entre guillemets, ça, c'est de Marie Guillot. Donc, Marie Guillot avait le sens d'ailleurs des formules, avait une belle formule qui disait absolument. La grande supériorité des hommes, c'est leur incroyable confiance en eux. Absolument. Et là, je crois qu'elle met le doigt sur quelque chose qui est important dans l'encadrement syndical. Dites-nous quand même, qui est Marie Guillot? Alors, Marie Guillot est née en Saône-et-Loire en 1880, dans un milieu de petit prolétariat rural. Et ensuite, elle a habité à Chalon-sur-Saône, où sa mère était blanchisseuse. Donc, elle a eu une enfance de fille de milieu ouvrier. Elle a été poussée vers les études par son institutrice. Et donc, elle a pu s'orienter vers la profession d'institutrice. Ouais. Et elle s'est aperçue très vite, elle a voulu
milité parce que bon, c'était la fin du 19e siècle, début du 20e, il y avait un grand bouillonnement d'idées, etc. Et donc elle a voulu militer dans le mouvement socialiste et dans le mouvement syndical. Et c'est là qu'elle s'est aperçue des difficultés pour une femme à militer. Qu'elle est devenue la porte-parole progressivement un petit peu de cette affirmation de la nécessité du militantisme féminin. Absolument. Elle s'est battue dans sa fédération, mais plus largement, parce que par exemple, peut-être qu'on pourrait rappeler l'affaire Couriot, par exemple, qui est un bel exemple de lutte qu'elle a menée pour que les femmes puissent accéder à la profession de tipote dans le monde du livre. Elle a milité, bon, c'était une militante, elle est devenue militante de la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs. Et comme elle avait une très forte personnalité et beaucoup d'énergie, elle a mis sur place la section de Saône-et-Loire, ce qui lui donnait un certain prestige, une certaine autorité. Et en même temps, elle participait à la rédaction de l'école émancipée de cette fédération, organe de cette fédération, où elle tenait une tribune féministe. Et c'est là qu'elle a développé ses idées féministes, ses idées sur la place, notamment sur la place des femmes dans les syndicats. Là, je crois que je vous ai transmis un article de Marie Guillot où elle montre comment les femmes ont du mal à se faire entendre dans la fédération. Et donc, elle s'intéressait à ça. Et elle avait à côté, dans son milieu, un exemple sur lequel elle réfléchissait. C'était celui des groupes féministes universitaires. Ces groupes féministes avaient été créés par des institutrices déjà plus âgées qu'elle, à l'intérieur des amicales, enfin en marge des amicales. Et Marie Guillot s'est rendu compte que si les femmes pouvaient se regrouper entre elles pour discuter de leurs revendications, pour s'entraîner, s'enhardir, s'entraîner à parler, à s'exprimer, ça leur facilitait ensuite pour exprimer tout cela au sein de l'organisation mixte. Et donc ça a été son idée. À l'occasion, bon, il s'est trouvé qu'il y a eu un incident parmi beaucoup qui a été l'exclusion, la non-acceptation par le syndicat du livre de Lyon de la candidature d'une tipote chevronnée qui avait 17 ans de métier, mais qui venait d'arriver à Lyon. C'est-à-dire d'une femme typographe. Une femme typographe, voilà. Et donc, Emma Couriot a voulu adhérer au syndicat, à la section syndicale de Lyon, et les typographes, les syndicalistes n'ont pas voulu de femmes. Et de surcroît, le mari d'Emma Couriot, Louis Couriot, a été mis en demeure de retirer sa femme de l'atelier, ou sinon le syndicat allait l'exclure. Il n'a pas accepté de retirer sa femme de l'atelier, et donc il a été exclu. Or, l'affaire a fini par se régler. Mais dans le fond, ces tensions dans le mouvement syndical, elles ont pu perdurer sous des formes diverses. Et d'une certaine façon, vous en avez été témoin, puisque vous avez participé à Antoinette, à sa fin, etc. Et peut-être que c'est ça qui vous a donné envie d'écrire une biographie de Marie Guillot. Mais c'est certain que pendant les années où j'ai été journaliste Antoinette, je me suis absolument passionnée aux relations entre les femmes et l'organisation. Parce que ça correspondait à un débat dans le mouvement syndical. C'était des années où les femmes, justement, les femmes syndicalistes de la CGT ont réussi à s'exprimer. Il y avait eu notamment la 6e conférence des femmes salariées en 1977, qui a été un événement tout à fait extraordinaire, où les femmes, les militantes sont venues en masse s'exprimer et poser tous les problèmes qu'elles rencontraient à l'intérieur du syndicat. Alors je conseille bien sûr la lecture de Marie Guillot, parce que tout ce que vient de nous dire Slava Lisek est dans ce livre, et encore plus, c'est un livre passionnant. Alors, le 24 novembre 1999, le prix Jean Métron a été remis aussi à une historienne qui s'appelle Isabelle Reynaud. Nous allons voir quelques images de cette remise du prix, et le titre de son mémoire était « Qui parlera de la commune ?» point d'interrogation. Étude des représentations de la commune de 1871 à travers la presse ouvrière de 1880 à 1922. C'est Madeleine Robériou qui a commenté
avec son brio habituel le mémoire d'Isabelle Reynaud. Madame Jean Métron, d'ailleurs, est venue aussi féliciter Isabelle Reynaud. Je crois que nous la voyons d'ailleurs sur ces images. Et c'est un représentant du syndicat des enseignants de la FEN qui lui a remis le prix. Nous regardons encore peut-être quelques images. Oui, il faut dire que ce prix existe depuis une douzaine d'années, qu'il a été créé par la FEN et par le Centre de recherche d'histoire du syndicalisme et des mouvements sociaux, qu'il a un jury qui associe les syndicalistes dans leur diversité et des chercheurs. C'est un prix extrêmement prisé, il y a beaucoup de candidats. L'ouvrage est publié. Donc on pourra le consulter. Et là, nous passons maintenant à la rubrique courriel, parce que nous avons pour la rubrique courriel le plaisir d'accueillir Amélie Brun, dont on a parlé mais que nous n'avions pas encore eu l'occasion de voir, et qui va nous parler de la rubrique courriel. Alors on sait que cette émission avait pour sujet les femmes et le mouvement ouvrier. Cette émission s'appuyait sur un colloque organisé par l'Institut d'histoire sociale sur les femmes et le syndicalisme. Alors sachez qu'il se poursuit demain à l'Institut d'histoire, au siège de la CGT à Montreuil. Alors durant la matinée, la période allant de 1968 à nos jours sera abordée. Il sera notamment question du militantisme au féminin et de l'apport des femmes au syndicalisme. L'après-midi, une table ronde sera organisée et des spécialistes discuteront autour de la question « Aujourd'hui, quelle perspective pour une réelle égalité entre les hommes et les femmes dans l'organisation syndicale ?» Si vous désirez plus de renseignements, le book qui accompagne l'émission propose un programme détaillé du colloque. Pour ce qui est du courrier reçu, nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous témoignent leur sympathie. François Jarreau, qui réalise dans le cadre de l'association Enseignement public et informatique, un magazine pédagogique électronique Épinette. Nous remercions également Jacques Ibru de la Fondation Copernic et Jean-Jacques Hezman, historien. Signalons également la sortie du livre de Madeleine Réberiou qui s'intitule « Parcours engagé dans la France contemporaine », qui est paru chez Belin dans la collection Socio-Histoire. Le chapitre 8, qui traite du mouvement syndical et des femmes jusqu'au Front populaire, rejoint un peu le thème abordé aujourd'hui par nos deux invités, Slava Lisek et Jocelyne Chabot. Enfin, la rubrique courriel est à votre disposition. Si vous désirez poser des questions aux invités avant ou après l'émission, pour éclaircir un point précis ou tout simplement pour vous informer, n'hésitez pas à nous laisser un message. De même que si des sujets vous passionnent particulièrement, faites-nous part de vos suggestions. Nous tenterons de vous satisfaire. Merci Amélie Brun. Alors, la prochaine émission aura lieu donc le 16 décembre. Et le titre de cette émission, Claude Pelletier, sera Autobiographie et mouvement ouvrier. On s'interrogera pourquoi le retour de l'autobiographie des acteurs du mouvement ouvrier. Nous aurons là l'auteur d'une autobiographie inédite pour l'instant, mais qui bientôt paraîtra aux éditions de l'Atelier, Gérard Belloin, et un sociologue, Bernard Pudal, qui l'interrogera, qui commentera, qui essaiera de trouver au tréfonds ses motivations et qui nous montrera tout le parti qu'on peut tirer sur le plan de la socio-histoire de tels documents. Et pourquoi le thème de l'autobiographie? C'est relié au Métron? C'est à la fois, bien sûr, parce que le Métron s'appuie sur des autobiographies, et ce thème parce qu'aujourd'hui, pour un certain nombre de militants, il y a des possibilités d'analyser en profondeur leur itinéraire. C'est-à-dire que l'autobiographie est moins immédiatement militante, elle va plus en profondeur, elle ne prend pas un parti comme ça immédiat, elle n'est pas instrumentalisée. Et donc, les historiens à la fois utilisent les autobiographies traditionnelles qu'ils trouvent, des autobiographies d'institutions. C'est tout l'intérêt des archives de Moscou, où on trouve beaucoup d'autobiographies écrites pour l'institution, par exemple communiste. Mais ils utilisent aussi tous les ouvrages publiés. C'est dans les années 80 qu'il y a eu d'ailleurs le plus grand nombre d'ouvrages. Mais vous saurez tout dans 15 jours. Alors, merci Claude Pelletier, merci Amélie Brun et merci surtout à nos invités Jocelyne Chabot et Slava Lisek, dont je rappelle encore le livre parce que je l'ai beaucoup aimé, Marie Guillot. Merci à Michael, à Françoise, à toute l'équipe de Canal Web. Ciao, ciao les internautes.